Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'après Calliope. La thématique du jour est Calliope et la sous-traitance, une nouvelle thématique qu'on aborde puisqu'on se rend compte en échangeant avec des clients certifiés que c'est une thématique qui prend de plus en plus de place dans les échanges. Avant de démarrer, je vous présente 5 gestes pour assurer un webinaire réussi. Le premier, de couper son téléphone ou en tout cas à minima de mettre en mode silencieux pour ne pas être perturbé par les sonneries. Le deuxième est de couper son micro. Le troisième, ne pas parler, dans la mesure où votre micro viendrait à s'activer. Ensuite, les deux gestes suivants consistent à l'utilisation de l'outil chat. Vous avez en effet en bas à droite de votre écran un outil de chat qui vous permet de communiquer avec nous et je vous invite à l'utiliser dès maintenant pour m'indiquer si la qualité du son et de l'image est bonne. Alors je vois déjà que Sandra, Liana ont utilisé le chat pour nous souhaiter le bonjour. Donc bonjour à vous également, ravi de vous retrouver. Je vois aussi que la qualité du son est bonne. Donc merci Liana, Patrice, Michel, Valérie et Séverine. Donc merci à vous. Donc je vois qu'on peut passer à la suite, notamment sur la présentation des intervenants. Avant toute chose, je vous invite à utiliser toujours l'outil chat pour nous faire parvenir vos attentes par rapport à ce webinaire, donc les informations que vous souhaitez obtenir. Et en attendant ces retours-là, je vous présente les intervenants, à savoir François Galinou et Jacques Abécassis. Donc François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis le président d'ICPF dans la formation professionnelle depuis 1990. Les deux mots qui me caractérisent professionnellement, c'est qualité et formation. Donc, j'ai été et je suis toujours membre de la commission AFNOR, aux côtés de Jacques d'ailleurs, pendant longtemps. Entrepreneur depuis 1990 dans la formation, le conseil informatique. Et je passe la parole à Jacques Abécassis. Merci beaucoup. Pour ce qui me concerne, je dirige un cabinet de conseillers de formation qui s'appelle Lucide. Depuis presque 25 ans dans le secteur et le milieu du conseiller de la formation professionnelle. Et depuis quelques années, je m'occupe particulièrement de qualité, de France Compétences, de CPF, de Calliope, etc. Ouais, et tu as été Je vais passer la parole à Thomas, mais vous trouverez toutes les informations sur moi, même celles que j'ai oubliées sur mon compte LinkedIn. voilà, on peut dire que tu as été DG d'ISQ-PQF, c'est pas rien, et président de la commission AFNOR. Voilà. Et puis directeur qualité auparavant à la fédération Acteur Les de la Acteurs. compétence. Ouais, voilà. Voilà, donc un Merci consultant de haut niveau. Voilà. merci pour votre présentation. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas encore une carrière aussi fournie que la vôtre. J'espère que ce sera le cas. Donc, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez CPF depuis septembre 2021. Je suis votre animateur aujourd'hui pour faire vivre cet échange, récupérer vos questions. D'ailleurs, une question par rapport à ce point qui a été posé par Marc. Donc, les questions s'adressent directement dans le chat et l'objectif, c'est que je les consulte et que je puisse les partager avec vous, histoire que François et Jacques ou moi-même puissent apporter une réponse. Je suis responsable marketing opérationnel, animateur aujourd'hui et au sein du CPF, mes fonctions concernent le développement des offres de certification au travers de différents canaux, comme aujourd'hui, par exemple, un webinaire. Et voilà, on va pouvoir maintenant présenter le plan qui va se découper en 5 parties. Première partie qui va concerner la présentation de ICPF. Deuxième partie, l'après Calliope, donc quelles sont les visions et les opportunités à ce moment-là du parcours de certification. Troisième partie, la sous-traitance en formation. Quatrième partie, Calliope et sous-traitance. Et enfin, la partie de questions-réponses qui sera à la fin. Donc l'objectif est que vous, en tout cas, vous avez la possibilité de faire parvenir vos questions et vos remarques tout au long du webinaire. On va pouvoir réagir à partir de maintenant et à la fin du webinaire, lorsqu'on aura présenté l'entièreté du support, on va pouvoir ensuite passer sur une session plutôt orientée débat, du coup sur le traitement des questions qu'on n'aura pas pu traiter. Donc, ceci étant dit, on peut enchaîner sur le début de la présentation, à savoir ICPF. Donc François, qui est ICPF? Alors, en toute chose, Thomas, y aura-t-il un support à l'issue de ce webinaire remis Oui, aux participants?
Tout à fait. Donc, merci de me lancer là-dessus, puisque je sais que c'est une question qui est posée par les participants en général sur la présentation. Donc, en effet, le support vous sera envoyé à l'issue de la présentation. Donc, pour cela, il faudra répondre à un questionnaire de satisfaction que je vous enverrai par email. Donc, merci de me le retourner rempli pour que je puisse vous envoyer le support au format PDF, donc dans lequel vous aurez accès à l'ensemble des ressources. On va vous communiquer des liens pour accéder à des articles notamment et un autre élément important qui est le replay. Donc vous avez un lien qui vous sera communiqué, vous pourrez retrouver l'ensemble de la présentation pour tout retrouver. Donc voilà, je te rends la parole du coup François sur Oui. cette Alors, partie. ICPF, c'est un organisme de certification de qualité qui est aujourd'hui leader dans le domaine de la formation professionnelle. C'est créé en 1990 sous forme associative. Donc, il y a c'était vraiment une structure à taille plus qu'humaine, puisqu'il y avait 0 collaborateur, c'était que des sous-traitants, jusqu'en 2013, date à laquelle j'ai créé une société et qui a repris l'actif de cette association et qui a permis d'affronter 2 vagues, la vague CNEFOP Datadoc, où on est passé de 30 000 € à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et la vague Calliope, où on est passé d'1 million d'euros à 4,7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc on est passé de 0 collaborateur à 46 en 10 ans. Slide suivant. Donc toujours concernant ICPF, quelles sont les valeurs pour nos certifiés sur le marché de la certification? Alors, nos valeurs, c'est d'abord notre offre au départ, notre offre historique, comme on dit, concerne les professionnels, personnes physiques de la formation. On est les seuls à le faire et c'est notre territoire. De ce fait, dès le départ, on a un écosystème composé de professionnels de la formation dans lequel il y a Yana Delapierre qui participe à ce webinaire et on s'appuie donc sur les exigences de professionnels de la formation. À partir de là, on emmène ce groupe sur la certification CNEFOP, sur la première réforme importante de la formation professionnelle sur le plan de la qualité, et sur Calliope. Et là, on est rejoint par des organismes de formation, puisque sur la formation, quand on avait le certificat CNEFOP était dédié aux personnes physiques. Quand on prend Calliope, là, Calliope s'adresse à tous les organismes de formation détenteurs de NDA, et c'est là où on commence à avoir des clients qui ne sont pas des professionnels de la formation, comme le CFA d'Hermès, par exemple. Nos particularités, compte tenu du grand nombre de clients, sont d'abord qu'on on est seul à avoir une plateforme digitale, c'est-à-dire que vous créez un compte et vous gérez l'ensemble de la certification. Donc cette plateforme digitale aujourd'hui s'appelle Noé V3. Le 29 septembre, tous nos clients basculent sur Noé V4 qui va être nettement plus performant. La proximité territoriale, puisqu'on a des auditeurs salariés qui sont présents dans toutes les régions. Et enfin, grâce à Noé, on a un rapport d'audit très performant qui vous permet de tracer l'ensemble de votre démarche qualité. Et enfin, on a un club qui est indépendant de nous, et ce club de certifiés est un espace de dialogue, d'échange et de business. Et enfin, pour compléter sur la présentation de ICPF, François, quelles sont les différentes offres que nous proposons à nos clients? Alors aujourd'hui, on a 9 offres et ça vous permet de bien vous situer. On a cette option pré-audit, c'est-à-dire que quand vous souscrivez à un audit initial, vous avez le droit de souscrire à un pré-audit, donc une sorte de galop d'essai. Donc si vous avez une journée d'audit, vous pouvez prendre une journée de pré-audit. On a une autre option qui est l'option élaboration, c'est-à-dire que sur notre plateforme, vous avez accès à un espace documentaire sur lequel vous pouvez enregistrer vos preuves et préciser votre démonstration. De ce fait, vous préparez sur Noé votre audit et le jour de l'audit, l'auditeur, vous donnez l'accès à ces preuves et à ces démonstrations à l'auditeur et du coup, les échanges de documents sont facilités. Enfin, pour aujourd'hui, on a une offre de 4 certifications, Calliope, Pro pour les personnes physiques et ISO 9001 et ISO 21001. Enfin, après, vous avez
On a une offre de transfert de certification. Alors, on est très performant sur le plan des prix comme sur le plan du service pour les clients qui souhaitent transférer leur certificat Calliope chez nous. On propose aussi l'audit d'extension si vous voulez ajouter des catégories ou des sites, et enfin l'audit de surveillance et de renouvellement. Et là, pour ceux qui sont certifiés, pensez à faire votre demande d'audit de surveillance, même 1 an à l'avance. Ça vient vite. Merci François pour la présentation de ICPF. Nous allons maintenant passer à l'après Calliope, donc les visions et l'opportunité, à commencer par le parcours de certification avec aujourd'hui uniquement un focus sur les étapes qui concernent l'après-audit, donc une fois la certification obtenue. François, une fois le certificat obtenu, que se passe-t-il après cette étape du parcours? Alors, en fait, on alterne entre des audits de surveillance et des audits de renouvellement. Voilà. Et donc, à vous de bien penser à vous projeter dans le futur et à faire votre demande d'audit de surveillance et d'audit de renouvellement et de le planifier longtemps à l'avance, comme je viens de le dire. J'ai anticipé ce sujet-là. Je me rappelais plus de ce slide sur mon expression précédente. Toujours concernant le parcours de certification, nous avons élaboré un escalier de la qualité. Quelles sont les marches qui composent cet escalier? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité ne se décrète pas, ou elle se décrète. Ce qu'on va décréter, c'est des niveaux standards, des niveaux minimums. Et c'est pour ça qu'on entend après, il y a une frustration de la part d'un grand nombre d'entre vous, qui est de dire, mais Calliope, ça ne me permet pas de me distinguer. Ah ben non, Calliope, ça permet de distinguer des, des, des personnes qui ne sont pas du secteur et qui ne sont pas des acteurs de la formation, d'acteurs de la formation qui ont l'intention de faire de la qualité, mais en respectant un standard minimal. Calliope, c'est un standard minimal. Alors, en fonction de l'importance du sujet, l'importance perçue, ce qui est en qualité est quelque chose qu'il faut appréhender. Si vous voyez, par exemple, l'ISO 9001, système de management, c'est une des normes les plus connues dans le monde, c'est une des certifications les plus connues dans le monde. Ça a été imposé au départ par les Américains à leurs sous-traitants parce qu'ils voulaient que les sous-traitants fassent un travail de qualité. Donc ça a été imposé aux Japonais, ça a été imposé aux Chinois, aux Taïwanais, et dans les années 70, 80, 90. Voilà. Donc là, c'est des grands donneurs d'ordre qui imposaient ce standard de qualité. Quand on parle de la RSE, par exemple, il n'y a aucune norme certifiante. Donc ça veut dire que c'est pas si important que ça. Vous voyez que voilà. Et donc à un moment dans la qualité, soit des acteurs se prennent en main et définissent des normes, soit l'État intervient parce que c'est très important. Dans le nucléaire, par exemple, l'État intervient, il y a des normes. Voilà. Et donc mais on ne peut pas tout attendre de l'État. Donc là, vous avez aujourd'hui 2 marches, donc Calliope et l'offre de formation certifiante où l'État est acteur. Voilà, et ça permet, en contrepartie du respect des standards qu'il impose, vous accédez à des financements. Alors l'État et les partenaires sociaux, dans une certaine mesure. Et après, vous avez des normes volontaires où là, c'est à vous, professionnels, de mettre en avant votre qualité. Et là, il y a une offre aussi, vous voyez que les acteurs s'emparent de normes pour démontrer leur qualité et se distinguer de la concurrence. Mais là, on est dans ce qu'on appelle les démarches volontaires. Donc aujourd'hui, il y a 2 démarches volontaires. Il y a ICPF Pro pour le professionnel personne physique, qui a besoin de se démarquer de ses confrères, qui a besoin de mettre en avant. Et donc c'est notre offre qu'on commercialise depuis 30 ans. Et ensuite, des certifications de type soit ISO 9001, soit ISO 21001 pour montrer sa qualité vis-à-vis de grands donneurs d'ordre ISO 9001, ou pour apparaître comme un organisme de formation à l'international, comme l'ISO 21000. Vous ne pouvez pas aller avec Calliope, vous ne pouvez pas aller avec Calliope en Tunisie, c'est pas reconnu. Dans les pays, je dirais, hors la France, c'est les normes ISO qui vous permettent de vous distinguer.
D'ailleurs, on a organisé plusieurs webinaires, donc certains sont à venir et d'autres ont déjà été réalisés. Donc pour ceux déjà réalisés, ils sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous y rendre pour accéder à du contenu en ce qui concerne la certification ICPF Pro, ISO et Calliope. Et pour les webinaires qui sont prévus, donc je vous invite à vous rapprocher de notre site internet sur l'espace agenda où nous communiquons du coup les prochains webinaires sur les 3 mois qui suivent. Alors, avant de passer au sujet suivant, puisqu'on n'est pas encore vraiment rentré dans le sujet de la sous-traitance, j'ai 2 questions. Donc, une première qui était posée par Natacha. Natacha qui demande qu'est-ce qu'un transfert de certificat? Un transfert de certificat, c'est quand un organisme de formation qui est certifié Calliope chez un confrère transfère son certificat chez nous, chez ICPF. Il a le droit de le faire et on va donc récupérer les éléments de sa certification, son dossier, et on va lui mettre un certificat Calliope ICPF. Et seconde question posée par Daniel qui demande si il est possible de transformer sa certification Calliope en certification ICPF Pro. Alors, vous pouvez annuler votre certification Calliope et prendre la certification Pro, mais vous repassez un audit, c'est un audit différent. Et j'ajouterais aussi que tout dépend de l'objectif que vous souhaitez vous fixer, puisque ICPF Pro ne permet pas l'accès au financement. Donc, si pour vous, l'accès au financement est l'objectif principal, il vaudrait mieux garder la certification Calliope. Et après, ICPF Pro répond à un autre besoin qui est notamment le fait de pouvoir développer l'activité de formation au-delà de l'accès au financement. Oui, c'est-à-dire que le pro, c'est en tant qu'intervenant, vous voulez montrer à vos donneurs d'ordre, pour commencer à aborder le sujet de la sous-traitance, soit vous montrez à vos clients, vous voulez démontrer votre expertise à vos clients, la certification pro vous permet déjà une première démarche qui vous permet au-delà de tout ce qu'on peut dire pour se faire valoir en termes d'autoproclamation, de mettre en œuvre une démarche organisée autour de vous en tant que personne physique experte. Voilà. Et donc ça, c'est l'avantage de la certification pro. Donc c'est une démarche qui vous permet de mettre en valeur le professionnel intervenant de qualité que vous êtes. Tout à fait. Donc, les 2 questions étant traitées, on va pouvoir passer maintenant au sujet du jour, donc celui de la sous-traitance, donc troisième partie. Donc, je vous invite à passer une nouvelle fois par le chat pour nous faire parvenir vos préoccupations et vos attentes concernant la sous-traitance. Donc que vous soyez sous-traitant vous-même ou alors que vous ayez un organisme de formation qui fasse appel à de la sous-traitance pour la réalisation des prestations de formation. En attendant vos retours, une autre question, François, qui était posée par Adrien, à savoir si la certification ICPF Pro est reconnue à l'étranger. Euh, la certification ICPF Pro est utilisée par certains consultants formateurs en francophone. Donc, dans des pays en Afrique, au Québec, on a un certain nombre des Belges, un certain nombre de clients qui l'utilisent parce qu'elle est unique en fait. Hein, il n'y a pas d'équivalent anglo-saxon. Donc, ils l'utilisent, ça leur fait le logo, ils utilisent le logo, ils utilisent le certificat dans leur activité. Voilà. En fait, on ne peut pas dire que la certification est reconnue. Par contre, ça sert, nos clients s'en servent depuis 30 ans pour se faire reconnaître. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, ben voilà, dans votre présentation, dans votre positionnement, je suis certifié ICPF et PSI, et ça leur permet de se distinguer par rapport à un intervenant qui n'en a pas. Mais il n'y a pas de reconnaissance comme Calliope peut l'être par l'État français. Il n'y a pas ce type de reconnaissance, mais c'est un outil qui permet d'obtenir de la reconnaissance et de se positionner en tant que professionnel. Merci pour cette réponse, François. Donc, on va passer aux attentes et aux préoccupations. J'en ai reçu quelques-unes de la part des intervenants, des participants, pardon. Donc, je vais vous les présenter dès maintenant. Alors, il semblerait, sans grosse surprise, que la préoccupation principale, c'est de savoir si le sous-traitant a l'obligation d'obtenir la certification Calliope, ou en tout cas si c'est un projet qui est en cours et qui va être concrétisé. Donc, cette attente est partagée par trois participants, à savoir Daniel, Liana et Sandra. J'imagine que c'est le cas
d'autres personnes et une préoccupation partagée par Philippe qui souhaite savoir quelles sont les contraintes et les règles à respecter pour l'organisme de formation qui fait appel à des sous-traitants. Donc en effet, il y a deux choses différentes. Il y a le sous-traitant qui veut savoir quel sera son avenir et l'organisme qui, lui, fait appel à des sous-traitants et qui veut savoir aussi comment va se passer son activité au regard des décrets qui sont en cours. Donc merci pour le partage de ces préoccupations. On va pouvoir les traiter tout au long du webinaire puisqu'on va aborder le sujet en profondeur. Et je vous partage une autre liste de préoccupations qui m'ont été remontées par les participants puisque lors de votre inscription, vous avez rempli un formulaire qui vous demandait quelles étaient vos préoccupations. Et donc, sont celles-ci, les 6 que j'ai identifiées. Donc, comprendre les besoins et les attentes d'entreprises clientes pour adapter la prestation. Le fait de pouvoir dispenser une formation de qualité et évaluer l'efficacité de la formation également. La troisième, de respecter les délais et le budget fixés par l'entreprise cliente, donc le donneur d'ordre. Et en face, on a le fait d'établir une relation de confiance avec l'entreprise cliente, mais aussi se tenir à jour dans les évolutions du domaine d'intervention en tant qu'expert. Et enfin, pouvoir assurer son propre développement professionnel. Donc François et Jacques, est-ce que vous avez des commentaires à apporter sur ces premières préoccupations qu'on a pu identifier? Alors, disons que là, il y a quand même énormément de choses en même temps. Ce que je propose, Thomas, tu vois, c'est soit de répondre à des questions plus précises, soit si tu veux bien reprendre un peu point par point ce que tu viens d'aborder là, on pourra donner quelques informations parce que ça n'a l'air de rien, mais chacun des points que tu as abordés peut nécessiter C'est un vrai. discours trop long. Alors, je vais demander d'ailleurs aux participants de réagir au niveau du chat s'ils souhaitent avoir des informations complémentaires concernant les préoccupations qui sont présentes à l'écran. Et sinon, avant ça, ce serait plutôt de répondre aux questions qui ont été posées au début, donc euh, par, par 3 personnes à la fois. Donc, est-ce que le sous-traitant va être soumis à l'obligation de certification Calliope? Alors, peut-être, pardon François, à un moment ou à un autre, si vous voulez, il faudra peut-être lire, je l'ai mis de côté, hein, l'article du Code du travail de la loi de décembre 2022 qui parle de ces nouvelles contraintes pour les sous-traitants, par exemple, pour prendre, et voilà, et on a ce qu'on attend, c'est un décret d'application de cette loi, mais la loi existe. Donc, il y a déjà des choses écrites à un moment ou à un autre, il faudra qu'on en parle. Voilà, pardon François, je te redonne la parole. Oui, je pense que là, on peut, enfin, donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui qui est factuel, c'est qu'il y a une loi, il y a un article dans une loi qui prévoit que Calliope est obligatoire pour le sous-traitant sous la responsabilité du donneur d'ordre et dans le cas du donneur d'ordre référencé sur une offre, donc ça ne concerne que les formations financées par la Caisse des dépôts. Hein, donc ça, c'est dans la loi. Voilà. Ensuite, bon, effectivement, on attend un décret d'application et donc tout va dépendre. C'est ce décret d'application qui va donner le top départ à cette obligation. Alors après, on peut débattre parce que, enfin, c'est pas la première fois qu'il y a une loi et qu'en fait, je peux débattre avec Jacques parce que ce sera pas là. Enfin, on a vu en 30 ans, quelquefois il y a des lois et il n'y a jamais de décret. Donc, mais là, enfin, quand il y a une loi, ça, c'est quand même bien parti généralement. Voilà. En tout cas, pour continuer sur le débat, on va laisser les questions arriver et plutôt passer sur la suite. Donc, finalement, avant de rentrer, de parler davantage de la sous-traitance, François, qu'est-ce que c'est finalement la sous-traitance? Alors là, tu nous as avoué là sur le slide que c'était. Oui, en effet, On fait appel à l'expert ChatGPT, donc on c'est ça, a. en effet. Donc là, c'est des réponses qui sont extraites de ChatGPT. Donc quand on demande à ChatGPT qu'est-ce que la sous-traitance, ce sont les 4 points qui ressortent. C'est une externalisation de l'ensemble d'une ou partie de l'activité à un prestataire. C'est aussi le fait de réaliser par le biais d'un contrat ou d'une convention avec une entreprise ou un organisme de formation, puisque dans le cas de la formation,
le faire au travers des deux. On fait appel à cette sous-traitance dans le cas de la conception, de développement ou la réalisation du programme de formation. Donc, ça peut être l'ensemble ou alors une partie de ces points. Et enfin, pour terminer, c'est que la réalisation se fait sous la responsabilité du donneur d'ordre. Le débat est ouvert. Est-ce que c'est correct? Le commentaire que je veux faire, c'est qu'en fait, chaque professionnel, mais aussi le financeur comme les membres de la gouvernance, se font une représentation de ce que c'est que la sous-traitance et de leur propre expérience. Et qu'en fait, il y a des multiples formes de sous-traitance. Il y a des sous-traitances qui posent problème et il y a des sous-traitances où ça se passe bien. Voilà. Mais les fondamentaux sont bien exprimés, c'est-à-dire que j'externalise une partie de la prestation. Alors donc ça va être voilà, j'externalise. Ensuite, il y a un contrat. Hein. Le contrat sous-tend l'absence de lien de subordination. S'il y a un lien de subordination, ça devient un contrat de travail. Voilà. Et ensuite, le responsable vis-à-vis du client, ça reste le donneur d'ordre. Mais il y a quand même une forme, il doit y avoir une forme d'agrément du sous-traitant par le client. C'est-à-dire que dans certains contrats, il est mentionné que le client agrée expressément le fait que la prestation soit sous-traitée. Ça rejoint une question de Laurence. D'ailleurs, la question est tombée au bon moment. Laurence qui demande si nous pouvons définir précisément ce qu'est la sous-traitance. Donc, j'imagine que les informations qu'on a pu présenter y répondent. Et donc, la remarque de Laurence dans la question, c'est de savoir si un intervenant à qui on délègue pas totalement la formation est-il considéré comme un sous-traitant? En réalité, mais on peut peut-être voir le slide suivant parce que ça nous permet d'avancer. Ce qui va caractériser en fait, ce qui va caractériser la sous-traitance, c'est que en fait, c'est un contrat entre deux personnes morales. Même si la personne, le sous-traitant est un intervenant, ce qu'on croit généralement, c'est que on a l'impression qu'il y a des gros organismes de formation, hein, et beaucoup de sous-traitants. Donc là, tout à l'heure, j'ai regardé les chiffres et il y a 5 millions de formations qui sont sous-traitées. Ça représentait en 2021 24% des formations et ça ne représente plus que 14% des formations en 2020, 24% en 2020 et 14% en 2021. Donc, c'est pas toutes les formations, parce que beaucoup de formations, on a recours à ce qu'on appelle des CDD d'usage. Alors, ce qu'on appelle improprement des vacataires, c'est en fait, eux, on leur fait un bulletin de paye. Donc, si vous appartenez à la convention collective des organismes de formation, enfin, si le donneur d'ordre fait partie est rattaché à la convention des organismes de formation, il a le droit de faire des CDD d'usage de quelques jours, voire de quelques heures. Si vous êtes dans une université ou une école de management, vous faites des contrats à la vacation, voilà. Et donc l'intervenant est payé par bulletin de paye, ça devient un salarié. Voilà. Et mais quand le véritable contrat de sous-traitance, c'est que c'est une personne morale, donc il va faire des factures. Donc ça, c'est la sous-traitance. Donc il travaille avec les différents types de structures. Et lui, il va se concentrer sur soit la conception, soit l'animation, soit l'évaluation. Voilà, les grandes activités constitutives de l'action de formation. Donc voilà ce que c'est un sous-traitant. Donc c'est pas un salarié, sachant que la notion de salarié, elle est étendue aujourd'hui puisque vous avez le portage salarial, pas le portage Calliope, mais le portage salarial, le CDD d'usage et le CDD tout court. Et voilà. Pour compléter, on a aussi donc listé les différents types d'intervention du sous-traitant. Donc, on peut très bien intervenir pour un organisme de formation, pour une école ou alors un centre de formation d'apprentis ou centre bilan de compétences. Alors, je vais maintenant passer la parole à Jacques donc, sur les bénéfices de la sous-traitance. Quels sont les bénéfices de la sous-traitance pour le sous-traitant? Alors,
Eh bien, d'abord, ça permet d'accéder à des clients très rapidement sans avoir besoin de développer une activité commerciale très importante quand son réseau n'est pas très développé. Ça peut permettre de travailler et de mettre en œuvre ses compétences pour continuer à se développer. Ça permet de commencer à étoffer son réseau et prendre la mesure des tâches qui seront les nôtres dans un futur proche. Voilà ce que je peux dire de manière rapide. Oui, dans ton expérience, Jacques, toi, tu as été sous-traitant, t'en as fait? Je suppose que oui. Oui, moi, j'ai commencé à être comme formateur indépendant en 1987, quoi, je crois, il y a quelques années. Et effectivement, au début, je travaillais exclusivement en sous-traitance, en fait. Et pour les raisons qu'on voit sur la slide et que je viens d'évoquer également, c'est vraiment une facilité, quoi. Même si, voilà, bon, moi je ne dis que les avantages, donc je ne dis rien d'autre, mais il n'y a pas que des avantages, hein. Ouais. Mais en tout cas, ça permet vraiment de s'inculquer. Pour conclure là-dessus, pour moi, ça permet de rentrer dans la profession. C'est-à-dire, on va rencontrer plein de donneurs d'ordre qui ont des pratiques très différentes avec beaucoup de certitudes, chacun de leur côté. Et du coup, ça permet vraiment de rentrer dans la profession aussi. Voilà, dernier avantage. Merci pour cette présentation et ton retour d'expérience aussi, Jacques, puisque tu as pu nous partager comment tu as perçu de ton côté la sous-traitance. Et maintenant, du côté du donneur d'ordre, François, quels sont les bénéfices de la sous-traitance? Alors, encore, ce qui est important, c'est de voir, on a sa propre représentation et de prendre de la distance, donc de vous donner des repères qui vous permettent de prendre de la distance par rapport à cette activité qui apparaît comme une solution pérenne. C'est-à-dire que la plupart des managers d'organismes de formation considèrent que la sous-traitance, c'est la solution et le formateur salarié en CDI, ça ne l'est pas. C'est pas la solution, hein. Donc l'idée reçue, on va dire aujourd'hui, ce qui tombe sous le sens, c'est qu'il y ait de la sous-traitance. Alors, les bénéfices, c'est que ça permet de se concentrer sur le marketing et le commercial, la maîtrise des circuits de financement, la maîtrise d'un client. Voilà, si c'est un client grand compte ou si c'est un écosystème, on est focus sur le marketing et le commercial et on délègue l'intervention qui prend beaucoup de temps. Voilà. Ensuite, le fait de recourir à la sous-traitance, ça permet de présenter des ressources a priori illimitées. Combien de managers d'organismes de formation, des créateurs qu'on voit. Alors c'était encore plus clair dans les années 2010, parce que dans les années 2010, on était encore dans l'optique du catalogue. Donc la première chose que le créateur d'organismes de formation faisait, c'était un catalogue, alors qui s'est progressivement arrivé sur Internet, mais il y avait un catalogue sur Word, et là donc il y avait une liste à la Prévert de formation. Et d'ailleurs, c'était un des problèmes qu'il y avait dans les grands organismes de formation où ils avaient 250, 300, le catalogue Secos, 250, 300 formations. Et beaucoup ne tournaient jamais parce qu'en fait, elles n'étaient jamais exécutées. Et en fait, ces formations, si elles étaient commandées, on faisait appel à un sous-traitant, donc ce qui permettait de minimiser les coûts. Donc, il y avait, en fait, on peut proposer, grâce à la sous-traitance, un catalogue illimité, puisque le sous-traitant, on ne le paye pas, et on propose. Et après, on voit ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Donc, ça permet aussi de minimiser, en théorie aussi, les risques financiers. Voilà. Alors, pourquoi je dis que c'est présenté comme ça? Parce que la réalité est tout autre. Mais ça, on le verra plus tard, je pense. Mais la réalité est tout autre. Les ressources sont pas si limitées que ça. Il n'y a pas tant d'intervenants compétents sur un sujet donné. Voilà, et qu'en fait, la pérennité de la solution, elle est pas aussi fiable que ça. Un sous-traitant, ça a une durée de vie, ça va durer 3-4 ans. Après, il s'en va, il va faire autre chose. Il va travailler en direct, il va travailler pour d'autres qui lui proposent des conditions meilleures, etc. Donc, c'est pas aussi stable que ça. Voilà.
Alors, je pense que c'est l'une des réponses à cette question qui a été posée dans le chat. Pourquoi faut-il sortir de la sous-traitance en réponse à ce qui est indiqué sur la slide? Donc, François, est-ce que tu souhaites ajouter des compléments ou rester sur les informations que tu viens de présenter? Bah, pourquoi faut-il sortir de la sous-traitance? Parce que ça paye pas aujourd'hui. Enfin, globalement, ça permet, comme le disait Jacques tout à l'heure, de se lancer. Euh, mais maintenant, les tarifs sont peu élevés. Et en fait, la sous-traitance convient à je pense que la sous-traitance convient à l'idée du sous-traitant, c'est quelqu'un qui va intervenir de manière ponctuelle. Voilà. Et donc, il va faire 3-4 jours par mois. Ça, c'est ponctuel. Quand c'est tous les jours et ne faire que de la sous-traitance, là, on va avoir une durée. Ça va être entre 3 et 10 ans. Mais c'est pas pérenne, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Voilà. Et en effet, on va pouvoir présenter les raisons pour lesquelles la sous-traitance peut présenter des risques plus tard dans la présentation. On va enchaîner maintenant sur la partie réglementation. Donc François, quelle est la réglementation de la sous-traitance au niveau des deux Je vais points qu'on laisser présente ici? je La vais parole laisser à la Jacques, parole à Jacques. Oui, voilà. donc expert en sous-traitance. Donc Jacques, comment est réglementée la sous-traitance aujourd'hui? Alors, il y a un sujet un peu délicat. Bon, du coup, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de sujets délicats en fin de compte, mais il y a un sujet un peu délicat, c'est que la loi disait qu'il fallait que dans les 3 mois qui suivent la première convention ou le premier contrat de formation professionnelle, il fallait se déclarer auprès du préfet de région comme un organisme de formation. Puis il y a eu un glissement dans le temps et on aboutit, je saute des grandes étapes et des grands débats, on est abouti au fait que, en fait, tous les sous-traitants doivent avoir un numéro de déclaration d'activité comme leur donneur d'ordre. Alors ça, c'est la première règle qui maintenant est établie, même s'il y a encore des avocats qui veulent discuter sur le fond, mais l'usage est établi. Et puis la deuxième chose qui est obligatoire, et c'est rappelé d'ailleurs dans cet article 5 de la loi de décembre 2022 dont on parlait tout à l'heure, il faut un contrat de sous-traitance. On peut l'appeler, parce que parfois nos clients discutent du titre. On peut l'appeler comme on veut, hein, que ça s'appelle contrat de prestation de service ou contrat de sous-traitance. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ce contrat. Voilà, et c'est ça qui va définir la nature du contrat. Voilà, donc ces deux choses sont obligatoires. Aujourd'hui, le numéro de déclaration d'activité et le contrat de sous-traitance. Oui, merci. On t'a laissé ce sujet-là parce que il y a, il y a les textes et puis il y a les échanges sur les réseaux sociaux où effectivement on, on a on a on a des expressions de remise en question du numéro de déclaration d'activité, etc. Alors voilà. Alors il reste que bon, c'est obligatoire, voilà, ça c'est certain. Bon, maintenant voilà, c'est des sujets sur lesquels il y a débat. En fait, sur le numéro de déclaration d'activité, bah, le risque c'est que le donneur d'ordre ait 4 500 € d'amende. Hein. Et c'est un risque parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle, que le contrôle vérifie les sous-traitants, qu'on voit que certains sous-traitants n'ont pas de numéro de déclaration d'activité. Et donc là, il y a une procédure qui s'engage avec des amendes qui ne sont pas forcément infligées. Hein, voilà, mais voilà, si on applique strictement la réglementation, il y a amende. Et sur le contrat de sous-traitance, le risque, c'est la requalification. Et donc, voilà, requalification en contrat de travail. Et là, ça coûte beaucoup plus cher. On a vu, voilà, on a vu 10 ans de contrat de sous-traitance requalifié en CDI. On l'a vu, c'est un cas. Oui, alors il faut aussi peut-être ajouter que ça a une conséquence si jamais il y a un défaut sur ces obligations et que le donneur d'ordre propose une ou des prestations dans le cadre du CPF, puisque si le sous-traitant est défaillant sur ces points et d'autres d'ailleurs, mais sur ces deux points en particulier, le risque très comment dire très sûr, hein, c'est que l'offre du donneur d'ordre soit déréférencée et donc il n'ait plus accès
au financement du compte personnel de formation. Ça peut avoir des conséquences économiques sérieuses, hein. Et ça va se renforcer, n'est-ce pas? Parce que, en fait, pour conclure temporairement, en tout cas là-dessus, c'est ce que dit l'État, en fait, c'est que il se méfie beaucoup donc selon lui, pseudo-organismes de formation qui, en fait, ne feraient que de la mise en relation de l'offre de formation, c'est-à-dire des formateurs indépendants, par exemple, ou des organismes sous-traitants, avec la demande, c'est-à-dire les entreprises. Vous voyez, c'est-à-dire, on comprendrait mieux quelque chose qui serait de l'ordre de l'apport commercial, mais se faire passer pour un organisme de formation dans ce cas, c'est douteux pour les pouvoirs publics. Voilà. Donc, tous les actes de régulation là-dessus ont surtout pour but de limiter cette pratique. C'est-à-dire qu'il faut que le donneur d'ordre soit responsable des pratiques de son sous-traitant. On ne peut pas on peut pas déléguer sa responsabilité, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, et puis je pense, enfin, c'est un point qu'on va revoir plus tard, mais là encore, la représentation d'un membre de la gouvernance, d'un membre de France Compétences ou d'un député ou d'un fonctionnaire du ministère du Travail, c'est la sous-traitance. Le sous-traitant, c'est une personne physique, c'est un formateur professionnel et c'est pas ce qu'on peut voir sur le marché, effectivement. Et l'organisme de formation, c'est un organisme de formation, c'est-à-dire une société qui a pignon sur rue, qui a des salles de formation, et c'est pas du tout ce qu'on peut constater aujourd'hui sur le terrain dans certains cas, mais c'est très peu de cas ont un fort retentissement et causent des problèmes parce que ça donne une mauvaise image de la formation professionnelle. Et ça, c'est voilà. Sur l'obligation du numéro de déclaration d'activité, en fait, alors ça, c'est Jacques Barry, qui est un administrateur des acteurs de la compétence, qui m'avait expliqué ça il y a une dizaine d'années. Le numéro de déclaration d'activité, c'est avant tout une question c'est une obligation de comptabilité publique. C'est-à-dire que quand on donne des subventions, il faut qu'on puisse tracer le parcours de la subvention. C'est pour ça que d'abord le ministère du Travail n'est pas complètement concerné parce que c'est une préoccupation avant tout de Bercy et c'est une obligation de comptabilité publique de pouvoir tracer les fonds et c'est pour ça qu'il y a ce numéro de déclaration d'activité qui après a été assujetti à un ensemble de critères de qualité qui sont d'ailleurs le fait de démontrer sa capacité à exécuter des actions de formation, etc. Mais fondamentalement, c'est pour pouvoir tracer les fonds publics. D'ailleurs, on voit bien. D'ailleurs. Pardon. Non, vas-y. J'ai fini. Ok, non, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant pour dire pour aller dans ton sens d'ailleurs, pour dire que dès qu'on a un numéro de déclaration d'activité, on doit donner des informations tous les ans à l'État pour qu'il puisse faire de la statistique, hein. C'est le bilan pédagogique et financier. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler qu'on a jusqu'au 31 mai, hein, si on ne l'a pas encore fait, cette déclaration. C'est directement attaché à l'obligation de numéro de déclaration d'activité. Ça permet à l'État de faire de la stat. Et là aussi, on pourrait discuter de la fiabilité des informations qui sont transmises dans ces bilans pédagogiques et financiers. Voilà. Et d'ailleurs, je rebondis là sur une question de Laurence Sourisseau, là, je rebondis, comme dit Thomas, du haut de ses 30 ans. Ça me rajeunit. Donc, s'il n'y a pas de financement public, c'est pas obligatoire. Alors, oui, mais c'est pas si simple que ça parce que parfois vous intervenez dans une formation, vous ne savez pas qu'elle est financée. Et l'État, lui, fait pas dans le détail. Et d'ailleurs, dans les bilans pédagogiques et dans le discours de l'État, il y a toujours cette forme d'ambiguïté que, par exemple, avec Muriel Pénicaud, il n'y avait pas, parce qu'elle disait Calliope, c'est pour obtenir des financements publics. Donc là, c'était très précis, mais parfois le discours de l'État, de la gouvernance, est pas aussi clair que ça, et on a du mal à distinguer la formation professionnelle, les injonctions de l'État vis-à-vis de la formation professionnelle ne concernent pas forcément uniquement la formation professionnelle financée. Parfois, c'est toute la formation professionnelle et parfois, c'est difficile d'établir si la formation est financée ou pas, parce qu'il y a des grandes boîtes qui déduisent, qui imputent, c'est pas payé par de l'argent public, mais c'est sur de la déduction fiscale, c'est imputé, donc vous ne le savez pas.
vous ne savez pas forcément en tant qu'intervenant, voire en tant que prestataire, si votre formation est financée ou pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté là-dessus. Mais en théorie, oui, si vous faites une facture formation professionnelle à une société à taille humaine et elle vous paye avec son argent, personne ne viendra vous chercher sur le NDA. Par contre, c'est pas toujours aussi simple quand on a une activité régulière. Alors en France, c'est quasiment impossible quand on a une activité régulière de formation de pas avoir de NDA. Voilà. Bon, pour poursuivre sur les cas particuliers, j'ai l'impression que c'est ce que tu étais en train de dire, François, une question posée par Alice. Dans le cas d'une mission unique de sous-traitance, le sous-traitant doit-il aussi avoir un NDA? Alors, en fait, là-dessus, disons qu'il y a des tolérances d'usage. Hein. Ce que dit, il y a une circulaire de 2011, hein, c'est pas d'hier matin, de la DGEFP qui dit que le numéro de déclaration d'activité est obligatoire pour les sous-traitants dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà. Dans la vraie vie, en fait, quand il y a un contrôle, enfin en tout cas pour ceux dont j'ai entendu parler, parce qu'il y a énormément de contrôles et je ne les connais pas tous, hein, bien sûr, pour certains dont j'ai entendu parler, en fait, les pouvoirs publics vont tolérer, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a fait une fois dans l'année, 2 ans de suite, une intervention d'une demi-journée dans une prestation de formation, qu'il n'est pas, pas tout à fait tout ce qu'on demande là, peut passer. Voilà, mais c'est à la discrétion du prince, hein, parce que c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Oui, c'est ça. Mais si la question c'est est-ce que c'est ponctuel une journée par mois pendant 9 mois, tous les ans depuis 4 ans, c'est plus ponctuel en fait. Oui, parce qu'en fait, on a des cas où l'organisme de formation fait appel à des étrangers. Donc l'intervenant est étranger. Donc l'intervenant, il fait des factures, il est, je sais pas, allemand, il va pas prendre un NDA. Donc là, il y a ce cas-là. Après, il y a des cas où l'intervenant, c'est un expert et il est tellement expert que ça n'a aucun sens. Il est professeur de médecine, on ne va pas lui demander un NDA pour, même s'il facture beaucoup, on ne va pas lui demander de NDA. Donc, alors après, il y a ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'organisme de formation se méfie quand même parce qu'il va requalifier l'action de formation, quitte à ou requalifier le rôle du formateur qui va plus être formateur, mais qui va être voilà. Donc c'est un processus de formation, mais lui il intervient dans la formation, mais il n'est pas à proprement parler formateur ou sous-traitant. Il n'est pas dans l'action. Donc là, il y a des constructions un peu, voilà, on va les appeler mentors et on va dire, ouais, mais du coup, c'est pas des formateurs, donc c'est des sous-traitants, mais ils interviennent dans l'action, mais c'est des prestataires de services, ils sont pas, voilà. Ça marchera voilà. plus avec le décret, hein, François. Exactement, mais je suis, ça ne va pas marcher pour 2 raisons. D'abord parce que la formation, c'est pas uniquement de la connaissance. Donc le fait d'être expert en connaissance, c'est une chose, mais on le dit souvent quand même, c'est de la pédagogie et que un expert n'a pas forcément les capacités pédagogiques pour faire comprendre le message, pour atteindre des objectifs pédagogiques, etc. Ou alors c'est pas une action de formation. Mais si c'est une action de formation, il y a des objectifs pédagogiques et donc il faut que la personne ait les capacités à faire atteindre les objectifs pédagogiques, ce qui n'est pas toujours le cas et qui devrait normalement, vu l'évolution des exigences de formation, être de moins en moins le cas. Voilà. Donc là, c'est dans l'évolution naturelle, me dirait qu'on va vers une professionnalisation de la formation et un NDA obligatoire et des exigences qualité obligatoires pour l'intervenant, le sous-traitant. Tout à fait. Je me souviens de conversations enfin de conversations même très contraignantes qui avaient été lancées par les OPCO, les ex, par les OPCA, pardon, les ex les OPCO, les ex-OPCA, il y a longtemps, sur le sujet de cette sous-traitance ponctuelle, enfin, parce que bien sûr, chacun va définir ce qu'il entend par ponctuel. Et en fait, certains OPCA disaient, en fait, le professeur de médecine dont tu parles, François, il n'a pas de compétences pédagogiques, a priori, s'il n'est pas déjà enseignant par ailleurs. Et donc, s'il ne respecte pas ces obligations, en fait, on va dire que c'est comme un conférencier. Donc, c'est un conférencier, c'est cool, et du coup, c'est plus finançable.
Hein, et l'OPCA Exactement. disait, ben, très bien, ben, la demi-journée de l'intervention de votre docteur en médecine, je ne la finance pas. Exactement. Et ça revient Oui, régulièrement, c'est cette question. c'est, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un jeu dangereux voilà, on fait des constructions compliquées pour que ça reste finançable, mais il faut pas que ce soit, voilà, et c'est là où on peut se prendre les pieds dans le tapis, et c'est là où ça fait des redressements de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà. Bah, Surtout ça sur rejoint des, l'une des voilà. interrogations de Ghislaine qui, elle, fait intervenir des professeurs en anatomie, qui se demandent en effet si ces professeurs-là sont soumis à l'obligation de NDA et donc par la suite aussi dans l'accès au financement. Bien sûr, c'est un Euh, sujet qui vient régulièrement quand on a affaire à des gens qui sont enseignants, enfin, quel que soit le ministère d'ailleurs, ça peut être le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Enseignement supérieur ou de l'Éducation nationale. En fait, on considère que sur la partie formation professionnelle du secteur privé, ces personnes deviennent des acteurs privés. C'est-à-dire, on ne peut pas, pendant que je suis professeur des écoles, je ne peux pas, pendant mon temps de travail, aller faire de la formation dans un organisme de formation professionnelle privée. Et donc, j'ai deux activités. Et pour chacune de ces deux activités, comprend des obligations légales et réglementaires. Donc, la oui, réponse, selon moi, est oui. voilà, sachant que euh, il y a un moyen simple de régler ce problème-là, enfin, qui n'est pas toujours si simple que ça, parce que quelquefois le prestataire en lui-même ne le veut pas. Le sous-traitant, hein, c'est dans, c'est le CDD d'usage ou le, le portage salarial ou le salariat. Là, si on fait voilà, ça règle le problème, hein. La difficulté, c'est quand vous êtes face à un expert, mais qui a quand même son activité économique et qui fait des factures parce que ça l'arrange et qui voilà. Et ça, ce type d'expertise, c'est problématique parce que voilà, en fait, vous avez un prestataire qui veut facturer un certain prix à la journée. Et vous, en face, bah, vous avez des contraintes, vous pouvez le payer, mais il faut qu'il ait un NDA. Donc c'est là où dans certains cas, vous voyez des NDA, vous avez des consultants qui font 200, 250 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, qui prennent un NDA, voire Calliope, qui s'en servent jamais, sauf une fois, mais au cas où, parce qu'à un moment, le donneur d'ordre va leur dire, bah, tiens, là, j'ai un budget, j'ai 5 000 euros, il faut que tu les prennes. Et comment dire, le consultant, il sait qu'il faut répondre à cette demande-là. Et donc là, il va prendre Calliope, etc. Il va le faire. Ça, c'est un cas qu'on voit aussi. Donc, il y a des logiques de, de financement et il y a des logiques financières chez les donneurs d'ordre où ils veulent dépenser, ou chez les clients où ils veulent dépenser leur argent, ils veulent dépenser les budgets et donc ils imposent à certains de leurs sous-traitants le fait qu'ils puissent les prendre. Voilà. Tout à fait. Et puis pour finir enfin finir pour en tout cas compléter la réponse à la question sur les professeurs d'anatomie, là, je serais curieux de savoir, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, quel type de contrat l'organisme de formation a passé avec ces sous-traitants-là, si par exemple ils sont fonctionnaires par ailleurs. Parce que ça, c'est du coup, puisqu'il y a une obligation de contrat, hein, c'est-à-dire que même si on n'est pas dans le cadre du code du travail sur l'activité de formation elle-même, il y a quand même le code du commerce et le code de la consommation qui s'applique, n'est-ce pas? Le droit de la concurrence, etc. Plein de codes qui s'appliquent à cette relation professionnelle entre un donneur d'ordre et quelqu'un à qui il confie tout ou partie de la réalisation de son activité. Pour poursuivre dans le débat, on a une réaction cette fois, et non pas une question partagée par Séverine. Donc, selon elle, cette obligation de NDA risque de faire perdre des experts de la transmission du savoir que seuls eux détiennent. Donc, qu'en pensez-vous? Ouais, Ben, moi, ma réponse, ouais. c'est. Enfin, Vas-y, non, toi d'abord. moi, je dis Monsieur oui. le Président. Je dis oui parce il existe des cas où euh, des domaines particuliers où vous avez un expert, il sait tout, c'est pas un pédagogue. Et voilà. Et il a le savoir-faire.
mais c'est pas un pédagogue. Alors après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le fait de le faire intervenir dans des actions de formation organisées pour faire de la formation, c'est la solution. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a ce problème-là que, enfin, moi je l'ai connu en 2004, on avait, c'était 2004, démarrage des réseaux sociaux. J'étais 44e membre de Viaduc, qui est devenu Viadéo. Et Viadéo, donc Viaduc me demande d'organiser la première formation sur Viaduc. J'y connaissais rien. Et en fait, personne n'y connaissait rien. Et donc, je me retrouve face au directeur, au CTO de Viaduc, qui m'a expliqué, enfin, qui m'a parlé pendant 2 heures. J'ai rien compris. Et voilà. Mais c'était le seul expert qu'on avait sur les réseaux sociaux. Et je vois très bien voilà ce que ça peut donner. Alors, on l'a pas mis en formation directe. On l'a mis face à, enfin, moi, j'étais, on va dire, un pédagogue à l'époque, c'était il y a 15 ans, et j'ai conçu une formation à partir de ce qu'il m'a dit, mais on l'a pas mis face. Enfin, à aucun moment on a imaginé, même chez Viadeo, ils avaient tout l'argent qu'ils voulaient, hein, à aucun moment ils ont imaginé mettre cette personne-là directement en contact avec des professionnels. Alors moi, je dirais non. Hein, tu disais oui, François. Donc il faut faire un Ouais, sport de duel maintenant. bien sûr. Euh, alors je dirais non. En tout cas, sûrement non. Pour deux raisons. La première, c'est que, en tout cas, ce que je vois moi sur le terrain, c'est que quand un intervenant non pédagogue, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va témoigner ou qui va transmettre du savoir sans savoir comment les gens acquièrent du savoir, quand cette intervention a vraiment une valeur ajoutée, les clients la payent sans qu'on ait besoin de demander de financement. C'est-à-dire que d'un commun accord, justement, on retire volontairement l'intervention du processus pédagogique. Hein. Il y a une conférence en plus, il y a un témoignage le soir. Vous voyez, on l'écarte, on ne demande plus à ce que ce soit financé. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est plutôt non, c'est-à-dire qu'on ne perd pas, parce que cette obligation, elle existe depuis 2011, donc il y a de plus en plus de gens qui s'y soumettent, donc il ne semble pas qu'on perde de l'expertise. Et il y a un chiffre, bon, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais quand même, c'est une indication. Tous les ans, depuis 20 ans, il y a environ 14 000 organismes de formation qui disparaissent pour plein de raisons, et un peu plus de 14 000 organismes de formation qui se créent. Et donc, c'est pour ça que tous les ans, il y a toujours plus de numéros de déclaration d'activité. Donc, je pense qu'on a, voilà, pour ces deux raisons, qu'il y a peu de risques qu'on perde l'expertise. Quand on veut l'expert, on le paye. Oui, 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 c'est ce que dit d'ailleurs Ghislaine enfin, je me suis trompé de prénom dans les commentaires, c'est qu'en effet leurs clients, c'est Séverine pardon, donc qui indique que nos clients sont en effet plus intéressés par l'expertise parce que c'est ce qu'ils cherchent. oui, oui, Ça pose la question de savoir si l'analyse du besoin a été faite correctement. Je taquine, parce que peut-être que le client n'avait pas besoin d'une prestation de formation. Et donc, il ne faut pas se faire attraper en train de faire passer pour de la formation pour obtenir un financement l'intervention de conférenciers très éminents et intéressants par ailleurs. oui, mais sinon, ouais. Ok, on poursuit, Thomas? Oui, on va passer du coup à la slide suivante. Donc là, c'est au regard de la certification Calliope, quelles sont les exigences en matière de sous-traitance? François. Alors, sur Calliope, là, on va faire, parce qu'on était ensemble dans le groupe des certificateurs, donc il y a 3 ans, et bon, ce point-là a fait l'objet d'un débat, euh, parce que, comment dire, enfin, moi je voulais aller plus loin. Voilà, moi je voulais aller plus loin parce que, mais on en est resté là, c'est-à-dire que il y avait enfin, dans Calliope, qu'est-ce qu'il y a, c'est que c'est que ce soit, parce qu'il y a la sous-traitance et le portage salarial. Donc le portage salarial, c'est une forme de sous-traitance aussi, puisque l'organisme, la société de portage est le sous-traitant et elle fait intervenir un salarié. Et
Et ça, en fait, le problème de ce critère tel qu'il est, libellé, bah, il avait une faille. C'est que c'est un peu comme si vous donnez votre voiture à un enfant, il la met dans le mur et vous lui dites à votre enfant, bah, il était responsable. Et l'enfant, il est là, il a 5 ans, il dit, ah ouais, je suis responsable, mais il s'en fout complètement. Et comme le disait Jacques, 15 000 organismes de formation nouveaux qui se créent tous les ans. Parfois, et d'ailleurs après Calliope beaucoup plus, parce qu'on on a explosé tous les compteurs, parce qu'effectivement on a ouvert une porte où c'est très facile en fait d'obtenir Calliope. Bon, alors pas pour vous les professionnels, parce que quand on a une activité existante, c'est compliqué. Par contre, quand on part de zéro, c'est une promenade de santé. C'est très facile. Et du coup, on a généré un grand nombre d'organismes de formation de nouveaux entrants. Et comme après, en plus, avec ce délai de 18 mois, ben, ils arrivent, ils sont nouveaux entrants, donc ils passent l'audit Calliope initial très facilement. Après, pendant 18 mois, on ne les voit pas. Et on est censé les récupérer en audit de surveillance au bout de 18 mois. Et là, de regarder ce qu'ils ont fait. Mais avant, on ne peut pas. Alors, quand c'est sur Head-Off, déjà, ça fait mal parce qu'ils enquillent des prestations à 1000 ou 2000 euros la portion. Et quand c'est des CFA, on en a certains qui, dans l'intervalle des 18 mois, ils ont pris 1400 contrats. 1400. Et donc là, bon, bah, ils ont mis une stratégie sur le papier qu'ils ont validée, mais après, là, dans l'exécution, ça ne se passe pas forcément comme ça. Voilà. Donc là, on a ce critère-là qui n'est pas, à mon avis, suffisamment exigeant, et dans le sens où il aurait fallu soit, enfin c'est les idées, hein, mais le point faible, c'est la durée, c'est-à-dire que un audit de surveillance au bout de 18 mois pour un nouveau entrant, ça ne va pas, c'est trop loin. Et d'autre part, le fait que dire que le certifié est responsable, encore faudrait-il avoir des critères qui permettent, il aurait fallu des critères qui permettent d'établir la capacité de l'organisme d'être responsable. Voilà, c'est comme si aujourd'hui vous dites si tout le monde pouvait ouvrir une banque, moi j'ouvrirais une banque, je prendrais vos dépôts et puis je ferai des prêts. Et puis au bout de 18 mois, on fait un contrôle. Et puis là, on se rend compte que François Galinou Banque, il a collecté 100 000 euros de dépôt, il a fait 50 000 euros de prêt et il s'est barré avec 50 000 euros. Et là, au bout de 18 mois, vous n'avez plus personne, quoi, voilà. Donc là, Calliope est en dessous, à mon avis, alors, je suis volontairement critique, hein, Calliope est en dessous de ce qu'on aurait dû faire. Ouais. Pour ce qui me concerne, alors je suis en partie d'accord, bien entendu, c'est-à-dire surtout sur le fait que cet indicateur n'est pas suffisamment précis sur les attendus. Et je me souviens de conversations, tu as raison, au moment où ce truc a été créé. Parce qu'en fait, on se disait, comme on n'arrivera pas à tenir compte de chaque cas particulier qui pourrait subvenir dans la vraie vie, on va laisser la latitude à l'organisme de formation de mettre en place des procédures de vérification du respect de Calliope par le sous-traitant. Et on pensait que c'était une bonne idée et que les auditeurs auraient à cœur d'adapter le niveau d'exigence à la taille, au contexte et aux déclarations de l'organisme. Alors, je ne sais pas si on y est parvenu, mais c'était ça l'idée. Oui, c'est ça. Sachant que moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, on a fait quelque chose qui est, on n'a pas, comme souvent d'ailleurs en formation professionnelle, on n'a pas imaginé, on ne s'est pas adapté aux nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'on crée une opportunité avec Calliope et que, comme on l'a fait avec le CPF, c'est une sorte de miroir aux alouettes et que ça attire, et on n'a pas pris, on a sous-estimé l'attrait de cette certification qui est une marque très forte, voilà, et comment dire, là encore, il y a la représentation, un jeune entrepreneur ou un professionnel, un cadre d'une entreprise qui crée sa boîte en 2022 de formation, il imagine qu'il a des attentes vis-à-vis de Calliope en termes de financement public qui ne correspondent pas du tout à la réalité de ce qu'on peut avoir.
nous, on a encore des personnes qui sont certifiées, ils ont leur certification Calliope, ils nous appellent 3 semaines après et ils nous disent mais je comprends pas, je n'ai pas accès au CPF. Et voilà, ça crée une forte attente. Voilà, Oui. voilà. Je pense même, tu vois, qu'il y a une. Alors, je ne voudrais pas faire de tort aux certificateurs, hein, et surtout pas à l'ICPF, mais il y a une sorte. C'est une blague. Ouais, bien sûr. Une sorte d'illusion. Bah non, sinon, on peut dire ce que je fais avec l'ICPF. Hein. En tout cas, il y a une sorte d'illusion, il me semble, chez beaucoup d'organismes de formation et qui dure, même quand ils existent depuis un certain temps. C'est qu'il y aurait une baguette magique de la certification et que ça permettrait d'accéder à des marchés. Voilà, bon, je voulais rajouter autre chose qui m'échappe tout de suite, mais ça va me revenir. C'est ma blague qui m'a perturbé en fin de compte. Je reviendrai dans un instant. C'est des choses qui arrivent quand on commence à dire, comme moi, qu'on a plus de 30 ans d'expérience. Il y a des choses, on n'arrive pas, on a parfois du mal à finir ces phrases. Ouais. Voilà, faut assumer. Hein. Bah, pour rester sur le contenu de cette Voilà, slide, Thomas va nous sauver. oui, Voilà. j'interviens donc avec une question qui a été posée par rapport au contenu. Alors c'est Alice qui demande concrètement que doit-on attendre du sous-traitant par rapport à cet indicateur 27 du référentiel national qualité. Une Je question veux bien posée par répondre à Nathalie, ça. pardon. Posée par Nathalie. Je veux bien répondre au moins en partie à Nathalie. Alors en fait, l'idée, c'est que le donneur d'ordre se pose la question de ce qu'il va confier au sous-traitant. Donc, dans la production de la prestation de formation, quelles sont les étapes de cette production où le sous-traitant va intervenir? Première question. Deuxième question, à chacune de ces étapes, à quoi est tenu le donneur d'ordre par Calliope? Je vais dire ça comme ça pour prendre un raccourci. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du Calliope qui s'applique à cette étape qu'on va confier en tout ou partie au sous-traitant? Troisième question, et j'arrête là, en quoi le sous-traitant va participer à satisfaire à l'indicateur Calliope? Et du coup, on met dans le contrat de prestation de service, comme ça on achète cette prestation et il n'y a pas de risque de requalification en contrat de travail, donc on le met dans le contrat de prestation de service. Dans le prix de la prestation, j'inclus le fait que tu vas faire des choses que font tous les sous-traitants en réalité, c'est-à-dire faire signer les feuilles de présence, demander aux gens de se connecter pour remplir les évaluations, remettre la documentation pédagogique, faire les remontées sur les dysfonctionnements. Vous voyez? Et donc, il y a 3 étapes, c'est-à-dire à quel moment je confie une prestation à mon sous-traitant, quelle est son implication dans la satisfaction d'un indicateur, et du coup, je mets dans le contrat ce que je lui demande. Voilà, Nathalie. Il n'y a plus qu'à. Merci pour cette, je pense que merci de votre réponse. si je peux, enfin, dans les audits que moi je ne fais pas, hein, donc j'ai les retours des audits. En fait, très souvent, on va faire un échantillonnage. Donc, on choisit des actions de formation. Et en fait, alors c'est l'intervenant. L'intervenant doit fournir un certain nombre de documents, feuilles de présence, etc. Et très souvent, en fait, c'est l'organisme de formation, malheureusement, on n'a pas ces documents. Donc, l'action n'est pas auditable ou l'action n'est pas conforme. Voilà. Donc, ce qu'on attend du sous-traitant, il faut le définir à l'avance pour que vous ayez la capacité à établir que vous avez réalisé une action de formation conforme. Voilà. Et que toutes les actions de formation réalisées doivent être conformes. Donc c'est là où vous allez définir ce que vous attendez du sous-traitant. Et c'est là où vous devez le faire à l'avance parce qu'en fait, un sous-traitant, vous ne pouvez pas lui donner des instructions. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un contrat de travail, c'est du management. Donc en fait, il faut que tout soit prévu à l'avance et que le sous-traitant soit d'accord. Pour poursuivre sur le support, on va maintenant parler de Head-Off. Donc Jacques, au niveau de la plateforme Head-Off, quelles sont les exigences au regard de la sous-traitance? Alors, pour le moment, il faut déclarer les sous-traitants. D'ailleurs,
François a parlé ça dans le cadre général, c'est-à-dire que il y a une forte contrainte réglementaire sur le fait que les sous-traitants doivent être connus par la personne qui achète la prestation. Et donc, sur EDOF, là, je parle uniquement de ce qui se passe pour le donneur d'ordre concernant ces sous-traitants. Il doit les signaler, enfin les signaler, en tout cas mentionner qu'il fera intervenir des sous-traitants et prouver qu'ils ont bien la capacité à être sous-traitants dans le cadre de ce dispositif. En tout cas, pour répondre à l'attente de Virginie, qui attendait les faits concernant les informations que vous me présentez, c'est du contenu qui est extrait directement de la plateforme Mon Compte Formation. On va pouvoir aussi vous présenter d'autres articles ou alors documents de loi qui nourrissent le débat qu'on est en train d'avoir en ce moment. Oui, ce qui est particulier dans la démarche d'EDOF et de la Caisse des dépôts, c'est que d'abord, c'est le fait que la Caisse des dépôts soit un nouvel acteur et que, en quelque sorte, il ne se comporte pas comme les vieux briscards du financement que sont les régions, les OPCO, qui eux ont plus d'expérience et donc sont beaucoup plus prudents sur la manière qu'ils ont de formuler les exigences parce que en fait le client peut se défendre, il peut faire des procès, là donc ils ont en quelque sorte mis les pieds dans le pas et présenté des exigences claires pour résoudre des problèmes concrets qui se posaient et qu'ils voyaient de manière très claire parce que tout est digitalisé sur mon compte. Donc ils avaient, enfin nous on le voit aussi hein, quand on a un problème. Quand un de nos clients, l'un d'entre vous nous remonte un problème, soit vous êtes 100, 200, 300, et là on sait que c'est de notre fait parce qu'on a énormément de clients, soit vous êtes tout seul et à ce moment-là on essaie de comprendre ce qui se passe, mais si on n'a jamais entendu parler du problème et si on ne l'a pas référencé, ouais, on est dans un cas particulier. Là, c'est des problèmes qui se posaient sur des centaines de comptes, des milliers de comptes. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que c'est la manière dont... Voilà. Ensuite, pour vous donner un autre repère, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux d'obligation. Il y a un niveau d'obligation réglementaire, donc c'est de la réglementation, et il y a un niveau d'obligation qui sont des obligations qualité. Donc là, il y a un mélange entre la qualité et la réglementaire qui, du coup, peut être un peu confusant. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on va pas, on se retrouve avec des structures, je dirais c'est mon enfant de 5 ans, quoi. On se retrouve avec des structures qui sont responsables, mais il n'y a personne. Et là, il faut vite trouver les moyens de responsabiliser les personnes et pour avoir n'avoir que des personnes, enfin des personnes morales sérieuses référencées sur EDOF. Donc ça, c'est l'idée. Et là, c'est en attendant ce fameux arrêté d'application qui rendrait obligatoire Calliope. On va y venir d'ailleurs, on va avancer sur la présentation pour avoir tout de même le temps de rester en séance de questions-réponses. Là, il est déjà 15h15 presque, on aura jusqu'à 15h30. Donc, au niveau des problèmes que pose la sous-traitance, François, que peut-on dire au regard du sous-traitant, de la gouvernance et du financeur et pour le donneur d'ordre? Ben pour le sous-traitant, enfin, le problème qui se pose, c'est que tendanciellement, les tarifs baissent et tendanciellement, les tâches, les responsabilités qu'on confie les responsabilités, le donneur d'ordre a tendance à se reporter de plus en plus sur l'intervenant sous-traitant, les obligations administratives, ramener les feuilles de présence, ramener les feuilles d'évaluation, participer à des réunions, voilà. Donc il y a une forme d'équilibre qui se crée par moment qui est assez négatif et qui fait que certains sous-traitants quittent leur donneur d'ordre parce qu'en fait la charge de travail croît, surtout administrative, et les tarifs baissent. Voilà. Et en plus le donneur d'ordre va avoir tendance à payer quand il a de l'argent, même les plus importants, d'ailleurs les plus connus, on voit de temps en temps des dialogues
sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on voit des échanges vifs entre un donneur d'ordre et commanditaire. Voilà. Donc là, le sous-traitant, c'est que c'est pas. Le problème, c'est que c'est pas pérenne, c'est pas rémunérateur. Et donc, ce qui fait que c'est assez, sauf cas particulier, quand c'est quelqu'un qui veut vraiment intervenir ponctuellement, souvent parce qu'il aime, il s'épanouit dans le contact avec des stagiaires, et c'est un des points forts de votre métier, c'est qu'en fait, c'est pas que de l'argent, et que beaucoup de formateurs, un très grand nombre de formateurs s'épanouissent en fait dans la relation qu'ils ont avec les stagiaires, et que le donneur d'ordre apporte cette relation stagiaire. Donc il y a une espèce d'attachement qui se crée, on ne veut pas abandonner les stagiaires présents et à venir. Donc ça, c'est un facteur de motivation sans doute le plus fort. Par contre, ça demande des tâches administratives de plus en plus lourdes. Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient pour le sous-traitant. J'enchaîne. Alors Oui, pour pour la la gouvernance et gouvernance et les les finances. financeurs, je crois, là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se mettre du point de vue d'un homme politique, d'un député, d'un fonctionnaire de la Caisse des dépôts, et là, il a la vue de la formation professionnelle qu'on avait tous avant de commencer la formation, quand on n'en faisait pas. C'est-à-dire que formateur, c'est un métier sexy, c'est super. Tout le monde nous regarde, on est dominant, on sait, on est écouté, on est reconnu, voilà, on est prof quelque part, c'est dans le sens le plus noble du terme. Et il y a des centres de formation qui sont des structures avec un directeur de centre, du personnel, des salles de formation, on a voilà, une cafétéria. Voilà. Et le sous-traitant, c'est un intervenant, personne physique, un sachant. On ne le voit pas forcément comme sous-traitant, ce serait vraiment une situation exceptionnelle. Donc il est plutôt salarié, il est vraiment dans l'organisme de formation. En fait, la réalité, elle est tout autre. Quand vous avez un centre de formation, en fait, c'est des salles de formation qui sont la plupart du temps vides. Quand il n'y a plus de cours, il n'y a plus personne. Il y a des bureaux, mais dans les bureaux, il ne se passe pas grand-chose. Et pour un centre de formation qui fait 400 ou 500 mètres carrés, il y a 2-3 personnes. Voilà. Et puis il y a le portage Calliope, le portage salarial, il y a plein il y a beaucoup des multiples formes de sous-traitance. Voilà. Et enfin, il y a ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire le donneur d'ordre qui est un écran. C'est-à-dire c'est un habile commercial qui a maîtrisé une martingale financière ou des dispositifs de financement, qui tient certains clients, qui organise comme ça, qui est un chef d'orchestre, hein, qui pilote ça, mais bon, c'est une structure à taille humaine. Voilà. Et enfin, il y a de la sous-traitance à double, voire à triple niveau. Alors ça, du point de vue de la gouvernance, c'est inimaginable. Ils ne s'imaginent pas une seconde. Déjà, la sous-traitance, pour eux, c'est exceptionnel, alors que ça dans certains secteurs, il n'y a que ça. Et qu'il y ait de la double, voire triple niveau, et qu'il y ait même des sociétés aujourd'hui qui se créent pour proposer des sous-traitants à des écoles de management ou à des centres de formation, c'est complètement extraordinaire, et c'est pas du tout dans l'idée. C'est un peu comme dans les chauffeurs Uber, où Uber a investi des milliards de dollars pour qu'il y ait des chauffeurs qui soient des auto-entrepreneurs, et en fait ils se retrouvent avec des sociétés qui inscrivent plusieurs chauffeurs et qui récupèrent l'argent, qui facturent et qui salarient les chauffeurs. Ou les utilisent encore pire comme sous-traitance, c'est-à-dire sa sous-traitance de sous-traitance. Et ça, ils n'imaginent pas, et quand ils le découvrent, ça leur plaît pas du tout, parce que ça correspond pas à leur vécu. Et ça Et donne le justement Et au est-ce projet que de décret. Oui, mais- je te laisse te réagir. et le donneur d'ordre, ouais, vas-y Jacques, tu voulais dire quelque chose? non, je voulais oui, rajouter un petit quelque chose à ce que tu dis avec ce à quoi je suis tout à fait d'accord. C'est que la sous-traitance, ça pose aussi un problème à la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle la stratégie européenne des compétences. Je rappelle au passage que 2023 est l'année des compétences en Europe et que la France est très active sur le sujet. Et que la gouvernance imagine que la compétence, elle est plus grande quand on est plus gros. Et que la qualité est meilleure. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu sous-entendais, je crois, quand en fait, à la sous-traitance, on préfère le salariat, c'est-à-dire
que l'entreprise, que les processus de l'organisation soient orientés vers la qualité de la prestation. Voilà, je voulais rajouter ce petit mot. Oui, complètement. L'État ne s'attend pas, et la plupart des politiques, l'État, les partenaires sociaux, ne s'attendent pas à la dynamique et à la performance de l'entrepreneur. C'est-à-dire que pour eux, la formation, c'est pas une question d'entrepreneur. Et alors, ils sont tous surpris aujourd'hui parce qu'on voit le groupe business, là, je sais pas, en 5 ans, ils font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le type va à l'Élysée, etc. Il doit avoir 35 ans. Ils sont Bruno Sola. voilà, Bruno Sola, complètement désarçonné par la réussite de certains entrepreneurs. On voit par exemple ce qui se passe dans l'apprentissage, où il y a des groupes mondiaux, Galileo qui investit, ils sont en train nous, on est focus sur le CPF, ça doit faire 1,2 milliard. Sur l'apprentissage, on doit être à 7 ou 8 milliards. Et là, on a des groupes étrangers qui s'engouffrent. C'est 1400 contrats par 1400 contrats, c'est des milliers de contrats, et c'est beaucoup plus. Et là, on voit rien du tout. Et on voit pas cette capacité aujourd'hui, cette capacité à créer de la valeur qu'ont des entrepreneurs. Et ça, l'État le voit pas du tout, les partenaires sociaux encore moins. Et donc ça, c'est vraiment, ça surprend. Voilà. Et ils s'y attendent pas. Voilà, ça c'est clair. Ouais. Pour terminer sur cette slide, oui, le donneur d'ordre, François. Donneur d'ordre, donc je pense que le donneur d'ordre, lui déjà, il a cette illusion de la capacité illimitée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, il a plus de limite en termes de capacité à faire des prestations. C'est-à-dire que j'entends souvent, moi s'il faut former 1000 personnes, on forme 1000 personnes, il y a 2000 personnes à former, pas de problème, ils sont 2 dans la boîte. Et ça, on le voit bien aussi sur la certification, parce qu'il y a un recours à la sous-traitance. En fait, le sous-traitant, il n'est pas forcément disponible, on n'a pas la main sur son planning, c'est pas si facile que ça de l'avoir. Et surtout, il n'a pas forcément aujourd'hui en formation la capacité à exécuter un programme, et notamment un contenu de programme. C'est-à-dire que le sous-traitant, il arrive avec son contenu, il maîtrise son contenu, et donc si on lui demande de faire une formation de management, il va arriver avec son contenu sur le management. Donc s'il y a une centaine de personnes à former au management, on dit on prend 10 sous-traitants. Non, parce que c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, il faudrait avoir un seul contenu. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre 10 formateurs et qu'ils soient d'accord et compétents sur le même contenu, ce qui est déjà impossible. Et ça pose beaucoup de problèmes quand il y a des déroulements de formation, sauf dans des centres, je dirais, qui sont dans des écosystèmes bien fermés, comme les centres de formation dans la banque, vous voyez, où là, il y a ils sont mus par leur secteur. Et donc, ils arrivent à faire ça. Mais dans le marché ouvert de la formation, ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, la digitalisation a tendance à arranger ça, mais c'est pas si simple que ça de faire pratiquer un contenu donné par un formateur sous-traitant. Merci François pour ces mots. Donc avant de passer, on va dire, à la conclusion plutôt sur l'ouverture, sur l'actualité, un rappel des pistes, enfin pas un rappel, mais plutôt une présentation, puisqu'on n'a pas encore évoqué le sujet, en tout cas dans sa globalité. Quelles sont les pistes d'amélioration sur le fonctionnement de la sous-traitance? Donc François ou Jacques sur cette slide. Moi, alors nous, à l'ICPF, ce qu'on propose, c'est la certification de personnes. On considère que la certification Calliope obligatoire pour le sous-traitant n'est pas la solution, parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. On ne va pas imposer à un sous-traitant un audit d'une journée. C'est trop lourd. Et en plus, ça porte pas sur les bonnes exigences, parce que les exigences qu'on a vis-à-vis de l'intervenant, c'est des exigences en termes de professionnalisme. C'est-à-dire qu'on veut qu'il ait la capacité à animer une formation, on veut qu'il ait de la pédagogie, on veut qu'il maîtrise un contenu. Or ça, c'est pas les critères Calliope. Il n'est pas forcément, ça va dépendre de ce qu'il va avoir à faire, mais voilà. Alors on peut toujours dire oui, mais ça fait pas de mal d'avoir Calliope, certes, mais si on étend, en fait, si on prend par exemple les centres d'apprentissage, là ils ont des milliers d'intervenants,
Et les intervenants, ils s'animent. Et donc, c'est là où, à mon avis, on leur demande du professionnalisme. Et c'est là où il y a des systèmes à mettre en œuvre, soit à l'initiative des centres de formation, soit à l'initiative des personnes eux-mêmes, des certifications de personnes qui permettent d'assurer la qualité du professionnalisme. Et je vais laisser Calliope obligatoire pour les sous-traitants à Jacques. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, bon, mon point de vue sur la question, c'est que de toute façon, de toute évidence, Calliope n'est pas applicable en l'état. En tout cas, tous les indicateurs Calliope ne sont pas applicables aux sous-traitants. Il n'y a qu'à regarder les 3 premiers. Quand je suis sous-traitant d'un organisme de formation, je suis aucun moyen de répondre à ces indicateurs. Donc, et d'ailleurs, les textes disent ça, c'est-à-dire il faudrait les textes disent plutôt les parties de la certification mentionnées à l'article 2, blablabla, c'est-à-dire des parties de Calliope. Donc, Calliope obligatoire, ça voudrait dire qu'il faut inventer un nouveau Calliope sous-traitant, et à ce moment-là, ça renforcerait l'idée de la certification de personnes encore mieux, quoi, ou encore plus. Voilà. Sur le renforcement des contrôles par les financeurs, ce que je peux en dire, c'est qu'il y a des contrôles par les financeurs. Le GIE D2OF qui pilote l'ex-Datadoc, que les organismes connaissent, réalise des contrôles. Ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que les financeurs, enfin en tout cas, ce qu'il faudrait étudier plutôt que souhaiter, c'est la possibilité par les financeurs d'appliquer des sanctions, puisque aujourd'hui, les OPCO, par exemple, ou ce fameux GIE D2OF, n'a pratiquement aucun pouvoir de sanction. Donc, ils font des contrôles et certains organismes leur font des pieds de nez, quoi. Donc, mais c'est une bonne voie, en fait, c'est-à-dire de dire on s'occupe de l'argent public, de la manière dont est géré l'argent public par les différentes strates de la mise en œuvre des politiques publiques de formation. C'est une option. Alors vis-à-vis ce qui n'a pas été entamé pour l'instant et ce qui pose problème d'ailleurs c'est la révision du référentiel Calliope. Notamment, normalement, un standard, c'est révisé tout périodiquement. Donc, l'ISO 9001, c'est révisé tous les 8 ans, par exemple. Alors, il y a une commission qui se réunit et qui décide de la révision ou non du référentiel. Voilà. Donc là, sur Calliope, il n'y a rien de tout ça. On révise des arrêtés d'application du RNQ, mais pas, on n'a pas attaqué le cœur du système. Voilà. J'ajouterais toujours on a un produit aussi, parce que là encore, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a Calliope et il y a la réglementation. Voilà. Et le fait que la réglementation soit plus ou moins appliquée en France, ça dépend des contrôles. Et il est clair que quand on avait CNEFOP, bah, tous les certifiés, ils maîtrisaient la réglementation parce qu'on avait posé l'équation qui consistait à dire respect de la réglementation égale qualité. Donc ça, c'était CNEFOP. Avec Calliope, on a créé une couche qualité distincte et supérieure à la couche respect de la réglementation. Mais du coup, on est revenu, je dirais, 5 ans en arrière en matière de réglementation avec peu de contrôle et des sanctions qui sont difficiles à mettre en œuvre. Parce que c'est pas la police, quoi. Les DRETS, les DRIETS, c'est pas la police. Donc, ils retrouvent effectivement l'organisme de formation prend un avocat. On l'a vu, il y a encore la Caisse des dépôts, c'est pareil. Là, ils ont eu un procès qu'ils ont perdu d'ailleurs. Voilà, parce que comment dire, le contrôlé peut se défendre. Et il se défend souvent. Voilà, il se laisse pas faire. C'est voilà, c'est et mais de ce fait, ça ne développe pas ça pénalise les autres parce qu'en fait, on voit que bon bah on peut. C'est un peu comme s'il n'y avait pas de radar sur les routes, tout le monde, on voit très bien que plus il y a de contrôle, plus les conducteurs roulent doucement. Et là, le fait qu'il n'y ait pas assez de contrôle, le contrôle étant très aléatoire,
un, il y a des contrôles aléatoires, et deux, il y a des contrôles qui sont effectivement qui vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que les OPCA, voilà, les OPCA par exemple, dans certains cas, ils nous contactent, ils portent plainte. Donc nous, en tant qu'analyste certificateur, on instruit la plainte et on peut suspendre le certifié ou déclencher chez lui un audit. Donc on l'a fait une fois. Bon, ça a bien marché. Bon, maintenant, le financeur, il a mis des mois à se décider, et puis nous, on a été tellement surpris qu'on a reçu sa demande, le temps qu'on l'analyse, le temps qu'on la comprenne, on a mis peut-être 2 mois à réagir, parce que on est contrôlé, donc il ne faut pas qu'on se loupe. Donc là, il y a le début d'un système qui peut se mettre en place, qui peut être, comment dire, vertueux, dans le sens où les différentes parties prenantes communiquent et échangent des informations. Et donc, quand on voit qu'il y a une situation qui n'est pas qualitative, parce que là, ce n'était pas une question de respect réglementaire, mais de qualité, on fait intervenir le certificateur, ce qui est une situation normale hein, quand il y a de la certification qualité. Hein. Si vous achetez un produit qui est certifié qualité par X, vous pouvez, si vous n'avez pas, si la qualité n'est pas au rendez-vous, vous pouvez écrire à X et X déclenche une procédure qui est très lourde pour le certifier, parce qu'il peut perdre sa certification s'il ne répond pas. Donc ça, ce serait le système vertueux. Mais là, par exemple, à la Caisse des dépôts, eux, ils ne peuvent pas faire ça. On ne sait pas pourquoi, mais ils ne peuvent pas saisir le certificateur. Donc eux, ils vont directement à la case procès. Ce qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus loin, beaucoup plus aléatoire. Merci François pour l'ajout de ces informations. On va passer à l'ouverture sur l'actualité. Donc, ce sont des documents qu'on a pu rassembler pour vous afin d'effectuer votre veille et comprendre davantage la situation au niveau de la sous-traitance. Donc, par exemple, un article qui est paru sur le site internet de Centre Info. Donc, organisme de formation, panorama d'actualité de la sous-traitance. Donc, une citation que vous voyez ci-dessous. Vous avez le lien pour accéder à l'article ou encore l'amendement du 3 octobre 2022 qui concerne la lutte contre les fraudes et les abus liés au CPF. Donc à ce niveau-là, le document peut être retrouvé sur Internet. Est-ce qu'il y a des commentaires à apporter sur ce sujet, François ou bien Jacques? Oui, on a dit que l'amendement du 3 octobre, en fait, c'était la loi du 5 décembre. Voilà, on a découvert du 19 décembre. Oui, donc ça, on va le changer avant de vous l'envoyer. Oui, c'est ça, Et exactement. là, sur les chiffres, je me suis trompé tout à l'heure parce que je vous ai dit 24% en 2020, mais en fait c'est en 2018, là, en relisant l'article. Voilà. Et ce que je veux ajouter, c'est qu'en fait, la sous-traitance, ça mène à tout à condition d'en sortir. Et le fait de rendre Calliope obligatoire, ça peut permettre à certains sous-traitants de trouver des clients en direct. C'est peut-être cette opportunité-là. Et si ça se mettait en place, ce ne serait pas forcément au détriment des sous-traitants. Parce qu'en fait, ça obligerait les sous-traitants, dans certains cas, c'est impossible. Hein, pour un CFA, il ne peut pas, ça les obligerait à s'organiser ou à mettre tout le monde en vacataire, mais peut-être que du coup, ils seraient plus responsabilisés. Mais ça permettrait qu'il y ait moins de sous-traitants, et s'il y a moins de sous-traitants, ceux qui sont en place auraient une position peut-être plus sûre, parce qu'ils seraient moins contournables qu'aujourd'hui. Le problème, je vous le dis, le problème c'est que c'est trop facile d'être nouvel entrant en formation. Et donc le système en génère et s'en sert comme variable d'ajustement. Voilà. Oui, là, je vous ai mis on vous a mis donc un compte rendu d'une intervention d'un député qui vous donne la vision qu'on peut avoir en politique de la formation professionnelle. Et un autre article qui concerne également le CPF. Donc vous pourrez trouver l'entièreté des documents, des comptes rendus et articles depuis le support de présentation. Donc il suffira de cliquer sur les liens pour accéder directement au contenu. Et avant de passer du coup, à la séance de questions-réponses qu'on va pouvoir faire durer quelques minutes, puisqu'on a déjà dans un premier temps pu répondre à un nombre important de questions tout au long de la présentation et qu'il en reste quand même quelques-unes à traiter. Donc, une information à présenter, en tout cas plusieurs.
on organise le 15 juin prochain le prochain événement ICPF Networking. Donc l'objectif sera de nous rassembler autour de thématiques qui vous concernent. D'ailleurs, Jacques, qui est présent avec nous, sera l'intervenant de cet événement qui pourra du coup assurer l'animation aux côtés d'autres institutionnels qui seront présents ce jour-là. Donc pour accéder à l'inscription, vous avez le lien également pour vous inscrire. Autre événement, donc l'événement du prochain webinaire qui sera dans 2 semaines, qui concernera le développement de l'activité du formateur. Vous avez également le lien pour vous inscrire. Et donc pour rappel, vous aurez accès au support de présentation ainsi qu'au lien pour accéder au replay en accédant au formulaire que je vous ai envoyé par email à la suite de la diffusion. Il vous suffira de compléter le formulaire en 2 minutes pour recevoir le formulaire. Donc, je pourrais vous envoyer tout ça dans quelques minutes après la fin du webinaire. Donc, vous avez également les coordonnées de Jacques qui est disponible pour vous si vous avez des questions davantage sur une logique d'accompagnement ou de conseil sur l'une de ces expertises, en tout cas spécialités. Et du coup, on va maintenant pouvoir passer à la séance de questions-réponses puisqu'on a encore des questions dans le chat. Alors, l'une des dernières questions qui a été posée par Natacha, quand on parlait de contrôle, l'audit de renouvellement en soi n'est-il pas déjà une forme de contrôle en définitive? Oui, je salue Natacha du CATES, je suppose. Oui, Oui, les audits de surveillance comme de renouvellement, c'est une forme de contrôle. Et c'est clair que le système mis en place va être complètement bouleversé par ces contrôles, parce qu'on passe d'une logique de, une sorte d'explosion de certification. Donc 2019, 2020, 2021, 2022, 45 000 en 4 ans, 45 000 organismes se certifient Calliope, ce qui est un record mondial, c'est-à-dire qu'on sur une période aussi courte, on n'a jamais vu autant d'entités se certifier qualité sur la base d'audit en face à face. Ça n'est jamais arrivé. Des dispositifs à 40 000, 45 000 certifiés, il n'y en a pas beaucoup. L'ISO 9001 en France, c'est sur 100 000, 110 000 organismes, et ça s'est fait sur 30 ans. Voilà. Donc là, on passe après à la logique qui est le quotidien des gros organismes de formation, c'est-à-dire qu'on a une clientèle de certifiés et on gère ces certifiés, on gère la relation avec ces certifiés, et on alterne audit de surveillance, audit de renouvellement, audit de surveillance, audit de renouvellement. Et ça a des effets vertueux sur la durée. Alors l'expérience montre qu'en formation professionnelle, on n'a pas toujours la durée, mais le système mis en place, il est solide aujourd'hui, et sur la durée, il va donner des résultats. Voilà, parce que là aujourd'hui, il y a des nouvelles entrants, mais voilà, on aura moins de l'illusion, le niveau d'illusion va baisser, donc il y aura moins d'attentes. Les gens comprennent qu'il y a des audits de surveillance, les clients comprennent qu'il y a des audits de renouvellement. Voilà. Je donne la parole à Jacques. Oui, je voudrais bien rajouter un petit quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ressemble à un contrôle, l'audit de renouvellement. Il me semble qu'il y a 2 différences très importantes néanmoins. La première, c'est que l'audit de renouvellement, il reste dans la capacité de l'organisme de formation à faire quelque chose dans le futur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans une démarche d'amélioration continue? Le contrôle, il va s'occuper de ce qui a été fait. Donc déjà, c'est un aspect très important. L'audit, il s'occupe du futur, je caricature à peine. Le contrôle, il s'occupe du passé. Puis la deuxième différence importante, me semble-t-il, c'est que lors d'un audit, l'auditeur, comme son nom l'indique, il écoute, et donc il va dire voilà ce à quoi vous êtes conforme, dites-moi comment vous faites pour l'être, et prouvez-moi que vous faites ce que vous me dites. Alors que le contrôleur, lui, il va dire donnez-moi tel document sur ce qui est arrivé dans le passé, et j'exige tel et tel type de document, ce que ne peut pas faire l'auditeur. Donc, à mon avis, vous voyez, ça fait 2 quand même différences importantes. C'est pour ça que le contrôle par les financeurs, enfin, en tout cas, qu'il faudrait étudier la pertinence d'améliorer les contrôles, de les augmenter, je ne sais pas.
Merci pour ces réponses. On a une question de la part de Virginie qui demande un rappel sur la valeur ajoutée pour l'organisme de formation de faire appel à la sous-traitance. La, la- la- C'est webinaire alors. la valeur ajoutée essentielle, c'est de faire intervenir une ressource qu'on n'a pas. Une ressource qui va être en théorie plus qualifiée et qui va pouvoir répondre à un besoin ponctuel ou intermittent. Euh, si vous êtes un organisme de formation, vous faites des formations en management et en anglais, ben, tant que vous sous-traitez, je dirais, vous faites des formations, vous faites exécuter les formations en management et en anglais que vous vendez. À partir du moment où vous engagez un formateur anglais, ben, il faut vendre 200 jours de formation en anglais tous les ans, minimum. Et c'est pas du tout pareil. C'est le problème du salarié en entreprise quand vous en, au début, voilà. Donc enfin j'en sais quelque chose. On est passé de 0 collaborateur à 50. Donc quand vous avez des collaborateurs, bah, il faut une certaine pérennité, mais vous devez donner du travail à tout le monde. Quand vous avez des sous-traitants, il faut quelque part leur donner du boulot si vous voulez qu'ils restent. Mais il y a moins de pression quand même. Voilà. Autre question cette fois-ci sur le cas d'une auto-école. Donc j'ai une auto-école, mes moniteurs sont des freelances. Sont-ils considérés comme sous-traitants quand ils donnent des leçons aux élèves? Et si l'auto-école donne 80% des formations grâce au CPF, le moniteur doit-il être Calliope? Alors, moi, je veux juste faire peut-être une introduction à ça. Je ne suis pas un expert hein, notamment des documents du ministère de l'Intérieur sur le fonctionnement des auto-écoles, mais il me semble que toutes les personnes qui travaillent, qui ne sont pas salariées de l'auto-école sont de fait des sous-traitants et même qui sont obligés de passer par des auto-écoles pour travailler. Donc je recadre un peu la question dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vous me relancez si ça l'est pas. Donc ce sont des sous-traitants, s'ils ne sont pas Alors, salariés, des sous-traitants, c'est sûr. ouais, ouais. Moi, je dirais de mon point de vue, oui, c'est des sous-traitants. Voilà. Maintenant, le fait que l'auto-école, c'est un organisme bien identifiable, c'est peut-être plus qu'un auto-entrepreneur qui est présent sur EDOF. Donc c'est peut-être moins. Voilà. Mais oui, je pense. Oui, mais là, ouais. Enfin, vous, c'est comme un peu pour un CFA, c'est-à-dire que c'est vrai que même en rêve, on peut pas imaginer leur demander Calliope à ses moniteurs. Donc là, ça poserait problème. C'est comme des intervenants de CFA qui sont payés 30, 40 euros de l'heure. C'est la même chose, on ne peut pas leur demander Calliope. Ouais. Et ça n'aurait pas de sens. Donc là, je pense que c'est sur ces cas-là que ceux qui se tapent l'élaboration de l'arrêté doivent mouliner parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre encore deux questions avant de mettre un terme à la présentation, puisqu'il est déjà bientôt 15h45. Une question qui s'adresse à toi directement, Jacques. Sur EDOF, concrètement, comment déclarer ou mentionner les sous-traitants? Alors là, enfin, ça va être compliqué de le faire à l'oral maintenant en quelques secondes. Ce que je peux faire, c'est t'envoyer Thomas et peut-être que et faire diffuser aux personnes que ça intéresse les liens des sites internet de la Caisse des dépôts, hein, puisqu'il y a, il y a une partie de la plateforme qui est dédiée aux organismes de formation avec beaucoup d'informations, des guides, des notices, etc. Le faire à l'oral maintenant, ça va être très fastidieux, mais c'est Ok. facilement accessible. Je peux envoyer des liens de la Caisse des dépôts sur le sujet. Oui, mais on pourra intégrer ça du coup au niveau de la présentation avant que je l'envoie aux participants. Alors, une autre question, cette fois-ci, qui touche à l'audit de surveillance en lien avec la sous-traitance. Donc, je n'ai, depuis ma certification, je n'ai fait que de la sous-traitance. L'audit de surveillance est-il possible et sur quels critères puis-je, puisqu'une grande partie des indicateurs ne sont pas concernés? Alors, Il faut démontrer que le système est toujours en place.
et que vous êtes toujours prêt à, enfin, si je comprends bien, vous n'avez pas d'action, donc il faut démontrer que le système que vous avez mis en place, vous êtes toujours prêt à l'appliquer. Et voilà quoi. Et donc, comme vous avez, enfin, vous avez une activité par ailleurs, mais en sous-traitance, vous n'avez pas d'activité en direct, mais voilà, donc il faut démontrer que votre système est toujours prêt. Bien, merci pour cette dernière réponse, François. Donc, c'est le moment de pouvoir mettre un terme à la présentation. En conclusion, Jacques et François, quelques mots avant de mettre un terme au webinaire. Je vous laisse la parole du coup sur cette fin de présentation. Ben, moi, ma conclusion qui sera une ouverture, en fait, c'est que d'après ce que j'ai entendu vers le 15, le 20 avril dernier, que le décret d'application sur cette histoire de sous-traitance de Calliope, etc., et d'EDOF, le décret sortirait, on disait le 15 avril, d'ici quelques semaines. Voilà. Alors, je vous laisse interpréter ce que ça veut dire d'ici quelques semaines. Ça fait un mois que j'ai entendu ça, et donc je crois que le décret va sortir dans quelques jours, moi, voilà. Très bien. Bien. Eh ben, Et François, à ton niveau, en conclusion? pour ma part, je dirais, ne perdez jamais de vue qu'il y a deux marchés de la formation. Il y a un marché financier où on doit proposer une offre qui est adaptée au circuit de financement, aux modalités de financement. Donc sur ce marché-là, si on veut y aller, et il est incontournable aujourd'hui, il faut être Calliope. Voilà. Et donc voilà, donc être sous-traitant, mais être Calliope, c'est si on veut s'implanter durablement sur ce marché, si on veut être professionnel de ce marché, il faut l'avoir. Ensuite, il y a un marché, je dirais, ouvert, où là, on fonctionne avec des projets, avec des budgets, et la question du financement public est accessoire. Et là, c'est là où un professionnel de la formation, un entrepreneur va s'épanouir parce qu'il a un projet et le financement est accessoire, le financement public est accessoire, quoi. Et ça aussi, c'est une voie. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est l'entreprise qui a un projet de formation, elle a besoin de compétences. Je crois que Jacques l'a bien dit, hein, elle a besoin de compétences et que si c'est financé, tant mieux. Si c'est pas financé, tant pis. Si c'est trop compliqué d'avoir le financement, tant pis. Et là aussi, c'est un marché sur lequel il faut se positionner et il faut donner, par contre, il faut donner des signes de qualité à l'entreprise, aux clients, aux stagiaires pour qu'ils disent oui, moi j'ai un projet et je vais le réaliser avec vous. Voilà. Donc là, le rôle de Calliope par rapport à ça, et on le voit parce qu'un grand nombre d'organismes obtiennent Calliope, mais ne demandent pas de financement public. Voilà. Là, Calliope a un signe de qualité, et là, la concurrence, ça s'exerce sur le fait de donner des signes de qualité de plus en plus pertinents. Et c'est cette voie-là qu'il faut, je dirais, travailler dans le sens où on peut pas on ne peut pas se doter de signes de qualité quand on est face aux clients. C'est trop tard. Il faut les avoir avant. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair, mais Oui, voilà c'était ma clair. conclusion. Merci François merci François, merci Jacques pour ces quelques mots de la fin. Donc je tiens à remercier également l'ensemble des participants puisque vous avez fait vivre cet échange avec vos questions. Donc pour celles qui n'ont pas été traitées, je vous invite à vous rapprocher de nos services pour avoir davantage de renseignements. Et pour nous, en tout cas, ça constitue une base pertinente puisqu'on va pouvoir faire évoluer ce support. C'est la première fois qu'on aborde le sujet de la sous-traitance, en tout cas dans le cadre d'un webinaire. Donc l'ensemble de vos questions permettra à faire évoluer le contenu. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous envoie le support d'ici quelques minutes, en tout cas le questionnaire pour que vous puissiez ensuite accéder à l'ensemble de la documentation. Merci et à la prochaine, j'espère lors de notre prochain webinaire ou lors de notre prochain networking le 15 juin. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir.